Qu'est-ce qu'un robot? Si on en suit la description littérale, il s'agit d'une machine à l'aspect humain ou encore un mécanisme automatique complexe pouvant se substituer à l'homme pour effectuer certaines opérations. Maintenant, prenons la question sous un autre point de vue. Qui a défini ce qu'est un robot? En soi, on pourrait citer les Américains avec les comics ou encore les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale avec leur engin explosif le Goliath. Pourtant, l'image du robot moderne vient de plus loin encore, d'un pays qui fascine nombre de jeunes adultes comme moi, bercés par ses productions visuelles. Ayant comme ambassadeur une mascotte robotique nommée Doraemon, le Japon a très vite instauré dans notre imaginaire l'image de ce qu'est un robot à travers son média le plus connu, le manga. Permettant de toucher un plus large public de par son format facile à produire et peu coûteux, le manga offre la possibilité de repousser les limites de notre imaginaire et de nous interroger sur cette symbiose unique qui lie l'homme à la technologie. Prenant alors la science-fiction comme terrain de jeu, nombre de licences connues sont sorties du pays du soleil levant. Goldorak, Gundam, Macross, Gum ou encore Ghost in the Shell, tous se sont imposés comme des pionniers et ont permis d'amener le Japon comme référence dans le domaine de la robotique, aussi bien dans le réel que dans notre imaginaire. Aujourd'hui encore, nous avons une image du robot instaurée par les codes donnés de ses œuvres passées. Ne nous remettons pas alors en question sur sa conception et sa création. Le genre créé nous a alors abrutis à consommer des animes de mechas et de robots qui se combattent dans l'espace, et ou alors avec des gros effets spéciaux, dans le simple but de mettre sur YouTube des vidéos de style Sakuga. C'est dans ce consumérisme d'otaku fidèle aux coutumes qu'un nouveau chapitre de la robotique est arrivé. Ayant pour objectif de critiquer notre rapport à ce média, Hideaki Anno a transformé le paysage des animés en apportant la réflexion, le questionnement et l'acceptation. Celle de l'humain et de sa place dans notre monde, de son point de vue parmi les millions présents, à une époque où Internet explose. Bienvenue dans ce DNA portant sur la magnifique planche de dessin des Neon Genesis Evangelion. Je pourrais directement parler de ce qu'est Evangelion, de son influence sur le monde du SF et des animés en général, mais ça ne serait pas faire honneur à ses origines et son créateur. Je l'ai cité dans l'introduction, tout commence par un animateur, Hideaki Anno. Né en 1960, à une époque où le Japon débute sa modernisation, Hideaki Anno a vécu dans un pays en pleine reconstruction rempli de rêves et d'opportunités. Après avoir fait ses armes à travers des petits projets étudiants, il décide à l'âge de 20 ans de partir rejoindre la grande aventure du cinéma en intégrant l'université des arts d'Osaka. De cela en découle un parcours de vie exceptionnel, avec des projets tous plus magnifiques que les autres, son histoire semble paisiblement tracée. Travaillant alors sur du Nausicaa la vallée du vent, le Tombeau des Lucioles ou encore rejoignant Gainax avec des productions comme Les ailes données à Mise, Mobile Suit Gundam, Sailor Moon Les fleurs maléfiques ou alors Gunbuster en tant que réalisateur. Top-O Nerae Gunbuster, nom exact de ses 6 OAV avec comme personnage principal Noriko Takaya, une héroïne suivant un entraînement de pilote de robots géants en plus de ses études. D'autres personnages viendront compléter le catalogue permettant alors de donner un corps à l'histoire mais surtout du caractère à ces personnages. Rivalité, amitié et prise de conscience vont donner le rythme durant l'aventure. C'est de là que Hideaki fera ses armes en mettant un soin particulier sur la psychologie de ses personnages. Là où nous avons l'habitude de voir des héros charismatiques et forts, dans Gunbuster c'est l'inverse avec une héroïne qui doute, à fleur de peau plus on avance dans les épisodes, qui s'enferme sur elle-même et montre un certain manque d'assurance. Du côté de la narration, même si le plot de l'histoire est assez bateau, on y voit les prémices de ce que donnera Evangelion, avec des passages cassant alors les règles imposées par le monde des animés. Insérant du texte en phase ou au contraire en décalé avec les images, Hideaki joue alors avec le spectateur. Ce style d'écriture sera la marque de fabrique du réalisateur, qui continuera à le peaufiner à travers ses différents projets, même encore après Evangelion. Pourtant, ce n'est pas Gunbuster qui initiera le chef-d'œuvre d'aujourd'hui, mais le travail sur Nadia ou Le secret de l'eau, une série animée dans l'esprit de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne ayant reçu l'aide du grand Hayao Miyazaki, avec qui il avait pu collaborer auparavant sur Nausicaa. Outre son succès au Japon avec un prix en 1990,
La production a été catastrophique et dévastateur pour Hideaki, le forçant même à céder le projet à son ami Shinji Ikushi. Même si Hideaki continuera à travailler à côté, il sera à ce moment de sa vie au plus bas. Et c'est après 4 longues années de dépression qu'il commence alors les prémices de Neon Genesis Evangelion, ou Shinseki Evangelion. C'est en 1995, sur TV Tokyo, que sera diffusé les 26 épisodes de la série. Rapidement, elle deviendra la plus vénérée de l'animation japonaise et recevra même 2 prix, respectivement en 95 et 96. Hideaki fera couler beaucoup d'encre, aussi bien sur sa manière d'écrire ses épisodes, mais aussi sur son traitement et sa manière de faire parler les images. La série de 1995 est une vraie pépite visuelle, mettant à l'honneur les animateurs à travers de spectaculaires moments d'animation pour un scénario morbide à l'instar de ce qu'il se faisait sur le marché. Aujourd'hui encore, il garde son aura à travers ses différents films réalisés, mais a perdu un peu de son charme visuel de l'époque en usant aujourd'hui de la 3D. Bon, après, chacun ses goûts, mais j'ai une préférence pour les celluloïdes. Côté référence artistique, nous pouvons ressentir d'énormes inspirations venant d'autres productions. C'est tout à fait normal venant d'un réalisateur ayant travaillé dans le milieu. De plus, il ne se cachera même pas, disant lui-même les œuvres qui ont permis de créer la série. Ainsi, on peut citer Shodenji Robocam Battle V, mettant en action des combats de robots. Ici, c'est l'épisode 1 de la série que Hideaki puisera ses références pour créer l'introduction de Evangelion. Pour continuer dans les références, il y a Devilman, avec l'idée d'une fin apocalyptique. On retrouvera cette idée dans Evangelion Death True 2, avec sa fin où on en perdrait presque la tête. Ayant travaillé pour le studio Ghibli, il n'est pas étonnant qu'Hideaki s'inspire de Nausicaa, avec ses dieux guerriers capables de développer leur propre conscience ainsi que de nombreux atouts. Des ailes ou encore ce qui peut être considéré comme un anti-field des Eva. On peut aussi citer Mon voisin Totoro, plus subtil malgré tout, dont il fera un hommage dans l'épisode 4 où Shinji restera au pied d'une statue Shinzo. Mais l'une des œuvres majeures ayant inspiré la création de la série, et étant aussi l'identité même du studio Gainax, est l'anime de mecha Space Runaway Ideon, série réalisée par le créateur des Mobile Suit Gundam. Sur ce plan-là, c'est surtout côté scénaristique que l'on retrouve des similitudes avec l'idée d'une arme mécanique surpuissante, Lyd, capable de développer sa propre conscience. Au-delà de ce point, il y a d'autres exemples plus flagrants, comme celui du robot capable de détecter les fortes émotions de son pilote. Lorsque celui-ci est en danger, Lyd développe alors une posture de combat inédite et rentre en mode berserk, comme pour l'Eva 01 dans le premier épisode. Petit détail rigolo, dans Space Runaway, lorsque Lyd se réveille, un petit indicateur visuel se déclenche sous forme de stries d'électricité sur la visière du robot. Dans Evangelion, nous avons la même chose lorsque l'âme de l'Eva prend le contrôle. D'autres détails peuvent être énumérés, tellement cette œuvre a marqué notre réalisateur. Ayant même affaire à une fin similaire du film Space Runaway Ideon Be Invoked, où tous les personnages principaux s'envolent vers le cosmos dans une musique d'anniversaire, rappelant alors la fin de Neon Genesis Evangelion. Pour finir, on peut citer Super Durand ou encore Très cher frère où nous retrouvons des scènes quasiment copier-coller. Qui dit artistique, qui dit couleur. C'est devenu une habitude dans les DNA de parler de ceci, et Evangelion est la raison la plus logique tellement la palette de couleurs utilisée donne énormément d'informations scénaristiques. Dans la psychologie, les couleurs peuvent être liées à des émotions, ceci affirmant alors que les humains ressentent ou pensent à différentes émotions, caractéristiques, sensations et concepts en fonction de la couleur qu'ils regardent. Ceci est d'ailleurs largement utilisé dans la communication pour transmettre aux consommateurs des informations sur leurs produits. Dans l'animation et dans le cinéma en général, cette théorie est très importante pour accentuer des scènes ou alors des personnages. Pour Evangelion, ceci se traduit dans un premier temps avec les 2 protagonistes féminins, Rei et Asuka. Rei a une couleur de cheveux bleus, son Eva porte la même couleur et elle porte une combinaison blanche. Ainsi, si nous suivons la deuxième lecture, ces couleurs sont associées à l'honnêteté, la paix, le silence et la subtilité. De plus, c'est une palette de couleurs froides, et en suivant alors ces descriptions, nous retrouverons le caractère du personnage. Pour Asuka, nous sommes dans une palette de couleurs rouges, et donc totalement à l'opposé de la palette de Rei. Décrivant alors une personnalité explosive, grossière, prétentieuse et avec un esprit très fort, au combat elle veut toujours prendre les devants et agir avant de réfléchir à la situation, là où Rei sera plus réservé et tactique. En allant plus loin, le bleu et l'orange sont des couleurs complémentaires lorsque nous suivons le cercle chromatique.
ce qui signifie qu'il devrait y avoir un sentiment d'harmonie entre les deux personnages. Malheureusement, Hideaki a choisi de faire l'inverse en créant entre eux une relation toxique. Pourtant, il n'oublie pas la théorie et nous le rappelle très bien lors de la scène où Asuka gifle Rei dans l'ascenseur. Mais là où ça devient intéressant, c'est sur la couleur violette, que nous obtenons en mélangeant le bleu et le rouge. Le premier personnage à en aborder est Misato, mélange parfait de l'explosivité de Asuka et la tactique de Rei. Même si la couleur violette est associée à la sensualité, elle est peut-être prise sous l'angle de la figure maternelle, et la couleur de l'Eva 01, même si peu agréable à l'œil, montrera alors au spectateur cette figure à l'égard de Shinji, son pilote. Cette couleur peut aussi signifier d'autres choses, comme la royauté, et c'est du côté du christianisme que ça prend tout son sens, où cette couleur est l'avant-dernière de l'avant, suivie du blanc qui est la naissance du Christ. Ainsi, les humains doivent demander que leurs péchés soient pardonnés, avant que le jour du jugement ne vienne. Oui, Evangelion est lié à la littérature et à la religion. Et cela se traduit directement par son titre, Néon Genesis Evangelion. En le décomposant, nous avons Néon pour nouvelle, Genesis pour Genèse, et Evangelion pour l'évangile, soit la nouvelle genèse de l'évangile. Ainsi, la série serait la représentation futuriste de ce que sera la Genèse. Evangelion pousse la symbolique à la Bible toujours plus loin, en prenant le concept d'ange ou encore en arborant le manuscrit de la Mère morte. Encore plus flagrant, l'ordinateur central de la Nerve, Magi, fait le lien avec les trois mages Balthazar, Melchior et Gaspard. Même si l'inspiration première est le christianisme, Hideaki puise surtout dans le folklore juif, en donnant les noms de Adam ou encore Lilith, femme de Adam et donnant naissance à des démons. D'ailleurs, la grande majorité de l'imagerie religieuse de la série est tirée du kabbale juif plus que du christianisme. La plupart des noms des anges sont directement inspirés du Zohar, du livre d'Enoch et du Talmud. Le suffixe « El » est souvent attribué aux anges. Ici on retrouve Ramiel, Chiel ou Gagiel. Nous pouvons aussi parler du second impact, faisant référence au Shevirat HaKeilim, pouvant être traduit dans notre cas comme rupture des navires. Au-delà de l'aspect religieux, d'autres œuvres de littérature viennent influencer l'écriture de la série. On peut citer Le vent dans la porte, Les enfants d'Icare de Arthur C. Clarke avec son concept de complémentarité ainsi que sa fin, The General Zapped an Angel de Howard Fast et sa couverture ressemblant à la tête de Lilith dans The End of Evangelion, ou Thrice Upon a Time de James P. Hogan, dont le nom de son roman se retrouve à l'affiche de Evangelion 3.0. Du côté de l'imagerie, c'est dans le cinéma américain que nous retrouverons aussi une inspiration. La plus connue est en 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, avec ses monolithes noirs ou encore l'introduction de l'alignement du Soleil, de la Lune et de la Terre. La série Neo Genesis Evangelion fait et fera toujours parler d'elle, de par son statut ainsi que sa mythologie. Il y aura encore tellement à dire dessus, et internet pullule d'articles en tout genre traitant tous ces aspects. Pourtant, ce qu'il faut en tirer de tout ça, ce n'est pas sa technique ou son scénario, même si parfaitement réalisé malgré les moyens. C'est avant tout l'origine de sa création, partant d'un homme cherchant à se libérer de ses maux, et à transmettre à quiconque déchiffre son œuvre, les clés de la rédemption. Merci d'avoir regardé cet épisode qui m'a donné énormément de mal à écrire. Non pas parce qu'il était difficile, mais plutôt dans la justesse des mots que je voulais employer et honorer au mieux cette série qui a beaucoup d'importance à mes yeux. L'attente a été longue et j'espère pour le mieux. Je compte malgré tout réduire ma cadence pour me concentrer sur ma vie personnelle ainsi que d'autres projets, mais je garde à l'esprit d'autres œuvres à étudier. Dans tous les cas, restez au courant de la chaîne en me suivant sur les réseaux sociaux, en venant discuter avec moi sur le serveur Discord de la Taverne du Lore, ou en vous abonnant à la chaîne. Sur ce, c'était Daniel, à la prochaine.